Il est 6h30 ici à Paris, minuit et demi à Bogota. Bonjour à tous, bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce mercredi. Le cessez-le-feu entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN a expiré il y a une demi-heure maintenant. Il avait été signé en octobre dernier. À ce stade, il n'y a pas de nouvel accord de trêve, mais les négociations continuent. Les manifestants maintiennent la pression en Tunisie. Des heurts hier dans plusieurs villes du pays entre policiers et contestataires. Ils protestent contre la vie chère et demandent des explications après la mort d'un jeune homme en début de semaine en marge d'un rassemblement. Dans ce journal aussi, le reportage de notre correspondante en Iran. 2 semaines après le début de la contestation, la mobilisation s'est essoufflée. Mais le régime maintient la censure sur les réseaux sociaux, sur des applications de messagerie qui ont permis précisément d'organiser les manifestations. Des millions d'Iraniens les utilisent tous les jours. Le cessez-le-feu a pris fin, il aura duré 101 jours, déclaration de l'un des commandants de l'ELN en Colombie. Théoriquement, donc, les guérilleros de l'Armée de Libération Nationale pourraient refaire parler les armes après 3 mois de trêve. Les négociations avec Bogota pour tenter de prolonger cet accord n'ont pour l'instant rien donné. Christophe Dansette. Ces 3 lettres, ces combattants les portent souvent en brassard. ELN comme Ejército de Liberación Nacional, Armée de Libération Nationale, la plus ancienne guérilla encore active en Colombie. Le groupe, né en 1964 à la suite d'une insurrection paysanne, il séduit des étudiants marxistes et gagne rapidement toute la Colombie. Beaucoup moins connue que les FARC, l'ELN n'en est pas moins active. Pendant plus de 50 ans, elle multiplie les attentats, les enlèvements et s'attaque régulièrement aux infrastructures sanitaires et pétrolières. Parmi ses revendications, la nationalisation des ressources minières et des transports ou encore la redistribution des terres aux paysans. Pendant des années, contrairement à d'autres groupes, l'ELN refuse catégoriquement de discuter avec le gouvernement. Mais après l'accord de paix avec les FARC en 2016, les leaders de l'Armée de Libération Nationale se rendent à leur tour à la table des négociations. Une trêve de 101 jours, soit un peu plus de 3 mois, entre en vigueur le 1er octobre dernier. Mais ce cessez-le-feu est fragile, chaque camp accuse l'autre de violation et son expiration fait redouter un retour des hostilités. Nous verrons probablement une intensification des actions de la guérilla avec pour cible les forces publiques et peut-être même une augmentation des enlèvements. Un risque qui n'empêche pas la poursuite des négociations. Les 2 camps se sont retrouvés dès mardi à Quito, en Équateur. Et le président colombien, qui avait déjà été l'homme de l'accord avec les FARC, souhaite parvenir à une paix complète avant la fin de son mandat l'été prochain et ainsi mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflit avec des guérillas qui a fait au moins 260 000 morts, 60 000 disparus et plus de 7 millions de déplacés. Un mot de ce tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques heures d'une magnitude de 7,8 dans le nord du Honduras, dans la mer des Caraïbes. Visiblement, il a été ressenti jusqu'à la capitale, Tegucigalpa. Une alerte au tsunami a également été déclenchée. On y reviendra dans nos prochains journaux. C'est assez rare pour être mentionné. Aux États-Unis, les démocrates ont reconnu que le président américain faisait des efforts à l'issue d'une réunion hier à la Maison-Blanche. Réunion bipartisane avec les représentants républicains, donc sur le thème très sensible de l'immigration. Donald Trump cherche le consensus, mais les dossiers sont très nombreux. Dernier en date, le sort des 200 000 ressortissants du Salvador que le président américain voudrait voir rentrer dans leur pays. Elliot Samuel. Une nouvelle fois, les mesures de Donald Trump sur l'immigration font polémique. Lundi, la Maison-Blanche indiquait que les Salvadoriens allaient perdre leur statut d'immigrés protégés aux États-Unis. Avec une manière bien à lui, le président américain a justifié mardi toutes ses réformes sur l'immigration. Ça devrait être une réforme d'amour. Vraiment, ça devrait être une réforme d'amour. Mais ça doit aussi être une réforme qui nous permette de sécuriser nos frontières. La drogue est déversée dans notre pays à un rythme record. Aux États-Unis, ils sont quelques 200 000 à bénéficier de ce statut de protection temporaire. Une mesure qui avait été décrétée en 2001 à la suite des 2 tremblements de terre qui avaient touché le Salvador.
Désormais, les Salvadoriens ont jusqu'à septembre 2019 pour quitter le pays ou déposer une demande de permis de résidence. Après cette annonce, la communauté salvadorienne est abasourdie. Je n'ai vraiment pas les mots pour expliquer ce que j'ai ressenti au moment de cette annonce. Mon pays n'est vraiment pas prêt à recevoir toutes ces personnes qui ont ce statut. L'une des grandes inquiétudes pour ces Salvadoriens est la dangerosité de leur pays. Le Salvador a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Toujours à propos de la politique migratoire très restrictive de Donald Trump, sachez qu'un juge de Californie vient de bloquer l'abrogation du DACA décrété il y a quelques mois par Donald Trump. Très cher aux démocrates, ce texte permettait jusqu'ici à des jeunes entrés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants d'y travailler et d'y étudier légalement. Donald Trump, autour duquel l'étau judiciaire se resserre peu à peu, les avocats du président américain seraient en discussion avec le Bureau fédéral d'investigation pour un possible interrogatoire, oral ou écrit, dans le cadre bien sûr des liens présumés de l'équipe de campagne de l'actuel président avec la Russie. Je vous lisais en titre, beaucoup de tensions en Tunisie. Depuis une dizaine de jours, la colère monte dans plusieurs villes du pays contre la vie chère et contre le manque de travail. On manifestait hier à Tunis des manifestants qui veulent aussi des réponses après la mort d'un jeune homme. C'était en début de semaine lors d'un rassemblement. La correspondance sur place de Lilia Blaise. Nous avons pu assister à des confrontations entre la police et les manifestants. Il y a eu des jets de gaz lacrymogène du côté policier et des jets de pierre du côté manifestant. La colère gronde encore ici puisque un des manifestants est décédé hier dans les protestations. Comme d'habitude, ce sont les forces de l'ordre qui nous ont chargés les premiers, à coups de puissants gaz lacrymogènes. Les policiers ont perdu toute humanité. On va continuer à manifester parce qu'on va assurer le futur. Pour nous, les jeunes, on n'a aucun avenir. On ne trouve pas de quoi manger. Par exemple, auparavant, si tu reçois 500 dinars, tu peux vivre convenablement. Tu peux acheter n'importe quoi. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas même le sucre partout. Tous les produits sont augmentés. Les manifestants protestent surtout contre la cherté de la vie et la hausse des prix due à la nouvelle loi des finances 2018. Et puis le mois de janvier, c'est aussi le mois des protestations sociales en Tunisie. Alors le Premier ministre Youssef Chahed a tenté d'apaiser la situation. Il a dit que les manifestations pacifiques pouvaient continuer, tandis que les actes de violence, eux, seront sanctionnés. Du côté du parti islamiste Ennahda, il y a eu un communiqué de presse où le parti accuse certains mouvements protestataires d'être instrumentalisés. Ces manifestations, si elles continuent, représentent un vrai test pour le gouvernement tunisien, mais aussi pour les politiques, puisqu'il y a les élections municipales dans 5 mois et l'élection présidentielle dans 1 an. Au moins 25 civils, dont 10 enfants tués hier en Syrie. Le régime et son allié russe sont repris depuis plusieurs semaines leur offensive sur cette région de la Ghouta, aux portes de Damas, seule zone encore contrôlée par les rebelles. Elle est assiégée depuis 5 ans par l'armée de Bachar el-Assad. Les 400 000 civils qui y vivent ou survivent font face au manque de vivres et de médicaments. Le mouvement de contestation s'est essoufflé. Après une semaine de mobilisation, il n'y a plus de rassemblement ces derniers jours. La répression aura fait au total 21 morts, essentiellement des manifestants. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées. Le régime assure que la page est tournée. Pour autant, les réseaux sociaux sont toujours muselés, à commencer par l'application Telegram. Elle est bloquée depuis le 31 décembre. Elle est extrêmement populaire en Iran, avec des conséquences évidemment économiques. À Téhéran, Mariam Pirzadeh. L'Iran est le pays le plus connecté du Moyen-Orient. Plus de 60% des Iraniens ont accès à Internet. Un marché très lucratif et en constante évolution. Cette start-up, par exemple, en plein cœur de Téhéran, a fait des réseaux sociaux son fonds de commerce, en particulier Telegram. C'est sur cette application qu'elle envoie des milliers de contenus aux Iraniens tous les jours. Ici, ce sont les principales informations du jour qui sont tweetées, instagrammées ou encore envoyées sur l'application la plus populaire du pays, Telegram, aujourd'hui bloquée par les autorités. Un Iranien sur 2 l'utilise et c'est aussi sur cette application que la start-up a le plus de succès.
Telegram fait partie de la vie quotidienne des Iraniens. Ça veut dire que les gens s'ennuieraient s'ils n'avaient pas Telegram. Ils divisent des nouvelles, s'échangent des contenus. Ça a vraiment chamboulé la vie des gens. Un étage plus haut, Adventure, une autre start-up spécialisée, elle, dans la publicité numérique. Parsa a grandi avec l'essor de l'Internet dans son pays. À 17 ans, ce génie de l'informatique envoie des alertes à 30 millions d'Iraniens. Depuis 3-4 ans environ, entre 50 et 60% des Iraniens qui ne savaient pas ce qu'était Internet s'y sont mis et ont appris comment ça marchait. Ils se sont mis à se servir des messageries et à gagner de l'argent dessus aussi. Certaines enseignes ont fait de cette messagerie leur moyen de communication. Plus d'une semaine après ce blocage, les conséquences économiques se sont faites sentir. Sur notre réseau à nous, on a perdu 25% de fréquentation, pas plus. Ça montre que les gens ont utilisé un VPN, un filtre anti-blocage, et ça a limité les impacts du blocage. Le déblocage de Telegram est en discussion dans les plus hautes sphères de l'État iranien. Les ministres d'Hassan Rouhani conditionnent son retour à la fin de groupes appelant à la violence. Le président sud-coréen relativement satisfait après la reprise du dialogue avec Pyongyang. Hier a eu lieu la première rencontre directe entre les deux pays depuis 10 ans. Elle a permis notamment de valider la participation d'athlètes nord-coréens aux prochains Jeux Olympiques qui vont se tenir en Corée du Sud. Moon Jae-in a toujours été partisan du dialogue. Il s'est dit prêt il y a quelques heures à rencontrer, si besoin, des responsables nord-coréens. Mais pas à n'importe quel prix. La dénucléarisation de la Corée du Nord est pour lui le seul chemin vers la paix. Écoutez-le. Je ne souhaite pas la réunification immédiate des deux Corées. Mon but est de résoudre la question nucléaire nord-coréenne et arriver à instaurer une paix stable. Le désarmement nucléaire de la péninsule coréenne fait partie du processus de paix et c'est aussi notre objectif. C'est la position que nous avons aujourd'hui et nous ne céderons rien au sujet de la dénucléarisation qui a été acceptée par les deux Corées dans une déclaration commune. Toujours en Asie, troisième et dernier jour du voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Le président français parle climat à nouveau, alors que Paris compte sur Pékin, premier pollueur mondial, pour s'engager après la marche arrière des États-Unis qui se sont retirés des accords de Paris. Tanadji. Il ambitionne de relancer la bataille climatique et pour cela Emmanuel Macron compte sur la coopération de la Chine, où sa visite officielle de 3 jours se poursuit. Les États-Unis s'étant retirés de l'accord de Paris sur le climat, pour le président français, c'est désormais au plus gros pollueur de la planète de participer à la transition écologique avec l'aide de la France. Cet engagement pour le climat, nous le traduirons dans les prochaines années ensemble de manière concrète afin d'atteindre votre objectif de civilisation écologique et pour démontrer que ce changement de modèle est économiquement possible, utile et opportun. Cette coopération franco-chinoise prendra notamment forme avec la construction par Areva d'une usine de traitement des combustibles nucléaires usagés. Nous l'inscrivons dans le long terme car elle permettra aussi à la Chine d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron propose à son homologue chinois des actes concrets, notamment en prenant plus d'engagements contre le réchauffement climatique, lors de la COP24 prévue en Pologne à la fin de l'année. Sachez qu'Emmanuel Macron prendra l'avion d'ici quelques heures pour Rome, en Italie, où il participera à un sommet des pays du sud de l'Europe. L'actualité en 3 images maintenant. Ça fait 5 ans et demi que Julian Assange vit retranché dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres, poursuivi par la justice américaine pour avoir publié des documents top secret. Le fondateur de Wikileaks craint l'extradition. Le gouvernement équatorien parle d'une situation insoutenable et évoque pour la première fois la piste d'une médiation pour résoudre ce casse-tête diplomatique. Entre 90 et 100 personnes portées disparues en Méditerranée, des migrants dont l'embarcation a vraisemblablement fait naufrage au large de la Libye. La marine libyenne n'a pu sauver de ce bateau qu'une vingtaine de survivants, des femmes et des enfants. En 2017, plus de 3000 personnes sont mortes ou disparues en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
Et puis ce vaste coup de filet dans la mafia calabraise, la 'Ndrangheta en Italie et en Allemagne, la 'Ndrangheta pardon. Une branche a été démantelée, 169 personnes arrêtées, des milliers de documents saisis et des biens d'une valeur de 50 millions d'euros placés sous séquestre. On va s'arrêter à présent sur ces images très impressionnantes des États-Unis. Des coulées de boue gigantesques ont tué au moins 13 personnes en Californie. Une région touchée déjà il y a quelques semaines à peine par de gigantesques incendies. Regardez. Elle emporte tout sur son passage. La boue dévaste les rues, envahit les maisons et engloutit les voitures. En Californie, des rescapés de la coulée de boue sont encore hébétés. Quand les pierres et les arbres ont envahi la maison, on est monté sur le toit et on a attendu que la rivière redescende. Puis on est allé dans le garage de nos voisins. Et là, les pompiers sont venus à notre secours. Nous nous sommes inquiétés pour les voisins et nous sommes allés voir si tout allait bien. Et là, nous avons entendu un bébé pleurer. Alors on a creusé et on a vu un petit bébé, nous l'avons sorti de là. On a enlevé la boue qu'il avait dans la bouche. J'espère qu'il va bien, j'espère qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. Une tempête et des pluies très fortes ont provoqué ces glissements de terrain. La boue a rendu des routes impraticables et coupé un axe routier sur une 50aine de kilomètres au sud de la Californie. Pour les pompiers, le travail de secours est difficile. Ils utilisent des chiens pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes. Beaucoup de gens pensent que la boue et les débris coulent seulement quand il pleut, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce qui se passe, c'est que quand le sol est saturé d'eau, ça commence à s'effondrer. Ces zones touchées par la coulée de boue avaient été dévastées en décembre par l'incendie Thomas, le plus destructeur de l'histoire de la Californie. Autre phénomène climatique marquant, cette très forte chute de neige ces derniers jours dans les Alpes en Europe. Image ici de la station chic des Alpes suisses Zermatt, c'est dans le canton du Valais. Le village de Zermatt est complètement coupé du monde. 13 000 touristes sont bloqués sur place. Vu la beauté des paysages, vous me direz, il y a tout de même pire comme endroit pour rester en autarcie. 6h47 ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi. La trêve d'abord, le cessez-le-feu entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN a expiré ce matin. Il avait été signé en octobre dernier. À ce stade, il n'y a pas de nouvel accord de trêve, mais les négociations se poursuivent. Les manifestants maintiennent la pression en Tunisie. Des heurts hier ont eu lieu dans plusieurs villes du pays entre policiers et contestataires. Ils protestent contre la vie chère et demandent des explications après la mort d'un jeune homme dans un rassemblement. C'était en début de semaine.